Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, l'Ukraine, l'Union européenne et Vladimir Poutine. Après le G20 de Brisbane ce week-end, rebaptisé le sommet du Koala, Vladimir Poutine persiste à harceler et menacer l'Ukraine, malgré les sanctions économiques et l'indignation des démocraties internationales. Poutine peut-il plier et qui le fera plier? Nous en débattrons, mais pas avant d'avoir reçu un fils spirituel de Pierre Bourdieu, un jeune sociologue de combat qui en a eu marre que les bourgeois se penchent sempiternellement sur les défavorisés et jamais l'inverse. D'où Voyage de classe, un stimulant ouvrage, un safari sociologique entre guillemets dans les quartiers chics, totalement édifiant. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth. Vigie du numérique, oui. Fidèle au poste, vous allez bien? Oui. Vous êtes contente d'avoir Vincent Giray à côté de vous? Moi, je suis très heureux, en tout cas. Moi, je me trouve trop loin de moi, en tout cas. Ça va, Vincent? Très bien. Alors, nous avons ce soir Nicolas Jounin, c'est vous, le sociologue, auteur de ce projet qui est devenu un livre publié il y a un mois à la Découverte, Voyage de classe. Et vous êtes venu avec deux de vos anciens élèves de Paris 8, qui sont Miguel Cerejo, bonjour Miguel, et qui sont Jordan Mongognon, bonsoir. Vous êtes tous les deux étudiants, toujours à Paris 8 en sociologie, vous en première année de master, oui. Jordan, et vous Miguel en troisième année. Un projet qui est une révolution, vous renversez le paradigme. On n'est pas forcément là, mais effectivement, historiquement, les sciences sociales sont construites avec des bourgeois qui étudient des prolétaires, des colonisateurs qui étudient des colonisés, des hommes qui étudient des femmes. Et aujourd'hui encore, ceux qui ont une parole autorisée sur le monde social sont issus de mondes favorisés, ont été légitimés par des grandes écoles qui s'appellent l'égalité des chances. Donc là, c'est l'idée de dire, on vient de Saint-Denis, ouais. on peut aller prend étudier. Le métro, on fait 13 stations et on arrive dans les quartiers chics, chez les riches, comme on dit. On vous retrouve pour en parler tous les trois après les expressos de Thibault Nolte. Regardez. Pour distiller aux élèves les fondamentaux de la discipline qu'il a enseigné 7 ans à l'université Paris 8 Saint-Denis, Nicolas Jounin avait un plan de Paris. Sur 3 ans, le sociologue a ainsi déporté une centaine d'étudiants vers l'univers concentrationnaire du 8e arrondissement à 10 stations de métro de leur QG. Planté dans le 9-3, Paris 8 est l'université pauvre par définition. 6 000 € par élève et par an contre 60 000 pour Normal Sup. Bordé par la Seine au sud et le parc Monceau au nord, Paris 8e est l'arrondissement riche par définition. Champs-Élysées, Montaigne et un revenu fiscal moyen de 82 000 € contre 16 000 à Saint-Denis. L'ex-professeur a voulu inverser l'un des canons des sciences humaines, notamment de la socio, qui veut que ce soit la pauvreté qu'on ausculte. Avec ses étudiants modestes, il a donc conduit une étude de terrain inversée dans cette Atlantide où l'on trouve le café à 8 €, des enfants qui ont un orchestre pour leur anniversaire ou des hôtels particuliers à 50 pièces. Ce voyage spatio-culturel sur la planète Bourges a aussi tué quelques a priori. Sur les immigrés, le 8e en compte 20%, le foulard, promesse de gros achats, y est bienvenu, le sexisme avec ses clubs masculins, ses Catherinettes et ses mariages arrangés y est une vieille tradition. Nicolas Jounin a emmené Saint-Denis chez Saint-Honoré et provoqué une rencontre au sommet. Voilà, Saint-Denis chez Saint-Honoré, le résultat est là, voyage de classe. Quelle méthode et combien de temps pour ce voyage? Des années? 3 semestres sur 3 années différentes et donc effectivement des observations, ouais. Des questionnaires adressés aux passants et des entretiens. On va rencontrer des habitants, des gens qui travaillent dans le quartier pour leur demander comment ils le perçoivent. Alors, c'est vos voisins qui font ça, entre autres. Miguel Cerejo, vous allez rencontrer des gens, mais dans le 8e, les gens se livrent comme ça? Spontanément, librement? Oh, c'est un petit peu compliqué, ça dépend des situations. Ouais. Moi, j'ai une situation assez intéressante. C'est-à-dire j'étais dans une observation sur une terrasse de café près de la rue Royale. Ouais. J'ai été interpellé par 2 femmes d'une 50aine d'années qui m'ont demandé qu'est-ce que j'étais en train de faire. Donc, on était avec nos petits calepins, moi et mon binôme et moi. Donc, on décrivait les gens. Et elle nous dit vous savez, vous devriez faire des croquis, car mon fils est dessinateur, vous devriez faire comme lui. Donc, jusque-là, sympathique. Sympathique. Donc là, la dame commande un millefeuille. Et elle propose de le partager avec nous. Donc nous, on trouve ça, on est un petit peu gêné déjà par la situation, parce qu'on n'est pas forcément à notre place, on ne se sent pas très bien. Elle insiste, et finalement, elle prend le dessous de notre tasse de café, et elle nous explique comment il faut couper le millefeuille. Donc elle nous dit qu'il faut l'allonger sur le côté pour pouvoir le découper. Absolument. Elle vous explique les codes, et elle vous donne... Il y a un art de découper le millefeuille. Donc elle nous donne le millefeuille, elle nous dit, vous vivez un moment unique de partage, vous voyez comme les bourgeois savent vivre. Et alors, que décryptez-vous là-dedans? Alors moi, j'ai trouvé un message très paternaliste. Oui. Déjà intrusif, oui. Elle se permet de venir m'interpeller, donc bon, jusque-là, ça crée une interaction assez intéressante, mais surtout le côté éducatif, quoi. D'accord. Et vous, Jordan, est-ce que vous avez été frappé par la difficulté de dompter ce que vous appelez les uns et les autres la timidité sociale?
C'est-à-dire se retrouver, vous venez de Seine-Saint-Denis, vous vivez là-bas, vous arrivez en faisant ce trajet de métro dans le 8e arrondissement, et là, il y a quand même une domination symbolique, il y a quelque chose qui ressort d'une timidité sociale, qu'on le veuille ou non. Alors c'est vraiment difficile à surmonter dans le sens où c'est vrai qu'on a appris un certain nombre de choses qui font notre personne, et donc quand on arrive dans un lieu, on arrive comme on est, on n'est pas métamorphosé. Alors c'est vrai qu'au début, les lieux nous semblent étranges, parce que différents, avec une clientèle différente. Les magasins de luxe, les grands hôtels, voilà. les rues. Ouais. Et donc il faut se faire violence, on va dire. Et on l'a réussi à le faire, mais c'est vrai que c'était pas gagné au début. Il fallait oser. Mais est-ce que ça vous est arrivé de vous faire rejeter, tout simplement, de solliciter une personne qui a refusé de vous parler? Au Plaza Athénée, on va dire qu'on a essayé de faire une expérience où on a essayé de rentrer dans les boutiques. Ça s'est très mal passé. On vous a pas laissé rentrer? On nous a laissé rentrer, mais c'était pas gagné. Ouais. Mon camarade, on va dire, a failli ne pas rentrer parce qu'il avait des baskets. C'était très hostile. Hostile. Et ça me fait penser à mon interview dans cet ouvrage-là où on nous disait que si on venait habillé comme des rappeurs, moi, si je venais habillé en casquette, tout ça, je pourrais passer pour une star, mais en fait, ça casse. Mais ça dépend du contexte. Nicolas Jounin, le signe, que ce soit la casquette ou le foulard d'une cliente qatari qui ne sera pas le même que celui d'une étudiante de Seine-Saint-Denis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces quartiers chics, le signe est décodé en fonction du contexte général? Oui, effectivement. Enfin, dans ce quartier, c'est une leçon sociologique générale. Le signe dépend des contextes. Et effectivement, le voile, des étudiantes pouvaient avoir peur d'aller dans ce 8e, qui est l'endroit où il y a l'Élysée, etc., le cœur d'une culture républicaine a priori. Mais en fait, le voile est très bien vu avenue Montaigne, rue du Faubourg Saint-Honoré, parce que c'est le signe porté par les riches clientes qataries ou saoudiennes. Et donc, ça n'a pas du tout la même signification que dans le conflit entre l'institution scolaire et les élèves voilés dans le 93. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, Jordan ou Miguel, dans ce travail de terrain, en allant rencontrer comme ça ces gens et ces quartiers? Parce que vous avez fait de l'observation, mais aussi des questionnaires. Vous avez aussi interrogé les gens. On a passé des questionnaires sous type un petit peu comme un sondage. On a fait des entretiens, où là, c'est vraiment difficile. Alors moi, j'ai interviewé un joaillier qui était installé depuis très longtemps. Alors déjà, il nous a fait attendre plus d'1 heure et demie avant d'arriver. Au café, en bas de chez lui? Enfin, au bas de... Nous, on l'attendait au café. Ouais. Donc, il est passé devant nous, il est rentré dans sa boutique. On attend un petit peu pour qu'il nous rappelle, pour voir s'il nous a pas rappelé. Donc, on est parti directement sur sa boutique. Et donc, en fait, c'était un petit peu difficile pendant l'entretien, car il voulait pas trop répondre aux questions. Il se méfiait? Plutôt, oui, surtout sur les questions d'organisation, sur les comités de commerçants. On voulait savoir un petit peu comment ils s'organisaient dans le quartier-là. Et il me dit, on est une association, loi 1901. Moi, je vous recommande d'aller voir des statistiques et des archives. Donc voilà, on est dans une position dominée, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Mais Nicolas Jounin, le risque dans ce type d'enquête et de travail sociologique, c'est de généraliser ou d'essentialiser, que ce soit les pauvres ou les riches, après tout. Oui, tout à fait. Mais il me semble, pour le coup, que des étudiants de Seine-Saint-Denis sont peut-être plus préparés à esquiver ce risque parce qu'ils sont habitués à subir des généralisations abusives de la part de sociologues, de journalistes ou de n'importe quel autre commentateur. Donc effectivement, il y a cette dimension exotique. On va découvrir des us et coutumes qu'on ne connaît pas, mais il faut en même temps comprendre les nuances, les variations, les luttes de classe, même au sein de la classe bourgeoise. Et puis, en même temps, il faut, c'est ce qu'expliquaient Miguel et Jordan, encaisser les humiliations, les rappels à l'ordre social dans ces interactions d'entretien. Vous n'êtes pas légitime, ce qui leur est signifié. Vous pouvez nous expliquer la problématique des Sanisettes dans le 8e arrondissement de Paris, qui est vraiment intéressante. Je crois qu'il y en a 6 pour 100 000 habitants en moyenne, alors que dans le 18e, il y en a 18, donc 24 pour 100 000 habitants. Et ça veut vraiment dire quelque chose? Cette constatation est faite au départ uniquement dans un objectif logistique. J'amène des étudiants et il faut quand même qu'ils puissent éventuellement satisfaire des besoins le cas échéant. Donc je commence à chercher les Sanisettes et je m'aperçois effectivement que le 8e est beaucoup moins bien pourvu que des arrondissements beaucoup plus populaires de Paris. Probablement parce que les utilisateurs principaux de ces Sanisettes sont des sans-domicile fixe et qui ne sont pas forcément bienvenus du point de vue des riverains. Alors qu'est-ce que vous avez appris de cette altérité, justement, là, à la fois peut-être sur la vôtre et puis sur la leur aussi, sur ces gens que vous avez été voir? Miguel? Alors c'est un petit peu compliqué comme ça, mais on a l'impression que ces gens vivent entre eux, vraiment entre soi. Il y a une mixité statistique, mais dans les faits, les gens vivent vraiment entre eux. Bon, ils vont avoir leur femme de ménage quand même, ou leur gardienne. La nounou, qui très souvent vient des quartiers... notamment au Parc Monceau. C'est leur seul contact, finalement, avec, j'allais dire, les milieux populaires, quoi. Et il semblerait, oui.
Donc, Mais est-ce qu'il vous arrivait de ressentir de l'envie de rentrer chez vous le soir et de dire, bon, je les aime pas beaucoup, mais quand même, j'aimerais être à leur place? Jamais vivre dans ces conditions-là. Personnellement, moi, non. Jamais. Et Moi, vous je dois avouer que, bah oui, enfin, je rentrais chez moi, je me disais, bah, j'ai grandi en banlieue, j'ai envie d'avoir quelque chose d'autre. Ouais. Et quand tu rentres, enfin, nous, on voyait quand même des personnes bien habillées, on se dit, mais j'ai envie de rêver un petit peu, quoi. Et voilà. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait envie. C'est ça qui vous a le plus impressionné. Nicolas Jounin, la sociologie est un sport de combat, ou du moins la manière dont vous la pratiquez, car au fond, c'est l'égalité des chances, y compris dans l'enseignement supérieur, secondaire et supérieur, pour lequel vous vous battez? Oui, tout à fait. Donc, il était dit dans le reportage, Paris 8 est une université pauvre et en plus, alors que si on voulait effectivement démocratiser l'enseignement supérieur, avoir une vraie égalité des chances, il faudrait mettre le paquet sur ce genre d'université. Vous dites il faudrait supprimer Sciences Po. Je veux dire, aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Il faudrait par ailleurs supprimer Sciences Po. Pourquoi? C'est-à-dire pas tant l'institution en elle-même Parce qu'on produit les élites. Le privilège légal, le concours qui fait qu'il y a toujours une même stabilité avec les 2/3 des étudiants qui sont des enfants de ce qui a été fait. En dépit de ce qui a été fait, il y a non seulement une stabilité, mais une fermeture sociale de Sciences Po. Il suffit de regarder les chiffres de la Cour des comptes. Vous avez été étudiant à Sciences Po? Oui, je n'en tire pas une gloire particulière. Et je pense qu'il faut, c'est bien d'en sortir. Et donc, effectivement, ce genre d'institution reproduit les hiérarchies sociales, alors que c'est à Paris 8 qu'on peut avoir une chance de démocratiser. Et ben voilà, voyage de classe sous la houlette de Nicolas Jounin, une expérience sociologique absolument atypique aux éditions La Découverte. Merci Miguel, merci Jordan, merci Nicolas. Pas du tout, Jounin, d'être venu ce soir dans 28 minutes, et place au débat sur l'Ukraine, l'isolement grandissant de Vladimir Poutine qui s'enferme, orgueil oblige, dans la posture de l'agresseur offensé, nous interroge, qui le fera plier? Nous en débattons après le rappel des faits de Sandrine Le Calvez. Un petit tour et puis s'en va. Qu'importe le protocole, Vladimir Poutine n'a pas attendu la fin du sommet du G20 pour quitter l'Australie hier. Irrité d'avoir été bousculé sur le dossier ukrainien, il s'est éclipsé, pris d'une soudaine envie de dormir. Il y a 9 heures de vol jusqu'à Vladivostok et encore 9 heures jusqu'à Moscou. Ensuite, on doit retourner dans nos maisons et lundi reprendre le travail. Alors on mérite bien au moins 4 ou 5 heures de sommeil. La diplomatie koala et cette séance de calinothérapie australienne n'auront pas suffi à apaiser le numéro 1 russe. Vladimir Poutine a été la cible de virulentes critiques. Le président Poutine peut voir qu'il est à un moment charnière. S'il continue à suivre ce chemin, à violer le droit international, alors l'isolement que la Russie connaît actuellement se poursuivra. Comme un retour à la guerre froide. C'est l'une des premières fois que Vladimir Poutine est ainsi isolé. Dans ce contexte, le président russe et François Hollande ont évité d'évoquer une question sensible. La livraison des navires Mistral à la Russie, suspendue pour l'instant. Je prendrai ma décision en dehors de toute pression, d'où qu'elle vienne. Et en fonction de 2 critères. Les intérêts de la France et l'appréciation que j'ai de la situation. La France exige que le cessez-le-feu soit respecté dans l'est de l'Ukraine avant d'envisager de livrer un bâtiment de guerre. Seulement, sur place, des affrontements se poursuivent entre l'armée ukrainienne et des séparatistes soutenus par Moscou. Alors, après l'annonce de nouvelles sanctions européennes aujourd'hui et l'hostilité du G20, comment Vladimir Poutine va-t-il réagir? Peut-il faire marche arrière en Ukraine? Bonsoir à tous les trois, c'est un festival. Là, pardon, je fais une aparté, mais les cravates, c'est magnifique, c'est magnifique. non? Fantastique. Antoine Arjakovski, rayé, historien, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Vous êtes directeur du Collège des Bernardins et vous êtes à l'origine, pas du tout à l'origine. Je suis pas directeur du Collège des Bernardins, je suis directeur de recherche d'un département de recherche. Oui, évidemment, mais peut-être un jour directeur du Collège des Bernardins. Et vous êtes par contre bien l'auteur de Russie-Ukraine, de la guerre à la paix, aux éditions Parole et Silence, que voici. Et vous affirmez, pour revenir à notre sujet de ce soir, que Vladimir Poutine a été déstabilisé au G20 par la fermeté inflexible des pays occidentaux. À côté de vous, Jean-Sylvestre Montgrenier, bonsoir. Bonsoir. Cravate magnifique, intéressante aussi. Chercheur à l'Institut Thomas More. Vous êtes enseignant à l'Institut français de géopolitique à l'Université de Paris 8. Et vous avez publié en 2013 aux éditions Presse universitaire de Louvain, Stratégie et géopolitique russe des hydrocarbures, un ouvrage de spécialiste, si vous me permettez. Et quant au sujet de ce
ce soir. Pour vous, les sanctions économiques contre la Russie ne suffisent pas. Il faut aider en priorité l'armée ukrainienne. Oui. Et à côté de vous, c'est ça ? Oui. Entre autres. À côté de vous, Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Cravate baroque. Vous êtes l'auteur avec Régis Debray de ce petit pamphlet « Que reste-t-il de l'Occident » aux éditions Grasset, et vous dites qu'on diabolise Vladimir Poutine et qu'il ne sert à rien de l'insulter, comme l'ont fait entre autres David Cameron au G20. On démarre avec une question d'un de nos téléspectateurs. Que je vous lis tout de suite. La voici. Comment peut-on aider l'Ukraine à résister à l'envahisseur russe ? Jean-Sylvestre Mongrenier, si tant est qu'elle en ait envie, l'Europe devrait-elle fournir des armes et peut-être même des soldats à l'Ukraine ? Des soldats, on n'en est pas là. Alors l'Europe, il faut savoir de quoi on parle. Là, au niveau de l'Union européenne, là, ça se joue plus sur un plan économique, sur un plan civil. Là. Donc il a été décidé, par exemple, d'une mission qui doit aider l'Ukraine à faire un certain nombre de réformes sur le plan civil. Donc c'est plutôt, ça relève du développement politique, des réformes politiques. Maintenant, pour tout ce qui serait aide militaire, là, ça relève plutôt d'un format transatlantique. Donc ça inclut les États-Unis. Ça se fait dans le cadre de l'OTAN, et l'Ukraine est un partenaire de l'OTAN. Ça relève de ce que l'on appelle à l'OTAN la sécurité coopérative, et il s'agirait d'aider plus encore, parce que c'est déjà amorcé, d'aider l'Ukraine à remettre pleinement sur pied ses forces de sécurité pour pouvoir faire front vis-à-vis de l'agression russe. Alors, Renaud Girard, revenons 2 minutes sur ce qui s'est passé à Brisbane, sur la manière dont les Occidentaux, notamment les Anglo-Saxons, ont semblé prendre un malin plaisir à humilier Vladimir Poutine, notamment Cameron, qui a, d'une certaine manière, fait une analogie entre sa politique en Ukraine et la politique des nazis, l'invasion de la Pologne, entre autres. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce bien productif? Ou n'est-ce pas contre-productif? Cameron a dit « Monsieur Poutine, vous violez le droit international. Oui. Monsieur Poutine, vous vous attaquez à un plus petit que vous. Et tout ça, c'est vrai. Simplement, Monsieur Cameron a oublié de balayer devant sa porte. Il a oublié de dire que l'OTAN a fait une guerre, l'OTAN et la Grande-Bretagne, a fait une guerre contre un plus petit que lui, qui s'appelait la Serbie. On a bombardé, alors c'était pas une guerre, on a carrément bombardé les villes de Serbie en 1999 pour aider les séparatistes albanais. Une guerre qui était aussi illégale, donc on a violé le droit international, puisque cette intervention militaire pour faire le Kosovo d'aujourd'hui, qui est indépendant, qui s'est séparé de la Serbie. Ce sera un autre débat, le Kosovo, voilà. Renaud Girard. Non, mais voilà. Non, mais revenons. Voilà. Alors, revenons. Donc, je pense que ce qu'il a dit est vrai, mais je pense qu'il faut quand même un peu balayer devant sa porte. Et on a évidemment aujourd'hui le backfire du Kosovo. Alors, je pense effectivement que c'est tout à fait inutile cette diplomatie de l'invective. Poutine vient, il faut essayer de négocier avec lui. Ce n'est pas notre ennemi. Je ne pense pas du tout qu'il menace personnellement nos démocraties occidentales. Je pense que si on lui avait donné... L'ancien ambassadeur de France en Russie, qui s'appelle Jean de Gniasty, qui parlait russe, m'a dit que si en janvier ou février 2014, on avait donné 3 choses à Poutine, on avait été le voir, on n'a pas été fait. Oui. Premièrement, lui dire Sébastopol sera toujours pour ta flotte. Deuxièmement, l'OTAN ne sera jamais en Ukraine. Troisièmement, l'Ukraine, le russe sera toujours parlé en Ukraine. Ça lui aurait suffi. Et j'ai aucune raison de croire que l'analyse de Jean de Gniasty est mauvaise. Aucune raison. Il y a certainement eu des erreurs qui ont été faites dans le passé, mais là, on a une situation, en tout cas, présente, où on est, d'ailleurs, Poutine l'assume, dans une situation de guerre à l'Occident. Il y a des chars russes, l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération, le dit, il y a des éléments d'artillerie, et Poutine lui-même parle maintenant de guerre. Il y a une guerre ouverte, et donc il n'a pas été humilié à Brisbane. Il a finalement récolté les fruits de sa politique. Il est venu en Australie avec des bateaux militaires pour impressionner. Il a envoyé des bombardiers au-dessus du ciel européen à la fin du mois d'octobre pour impressionner. Il a envoyé des sous-marins dans la mer du Nord pour impressionner. Il mène une politique comme ça d'intimidation. Et s'il s'est retrouvé tout seul à déjeuner à table à Brisbane, on comprend pourquoi.
l'ensemble des pays des Nations Unies, à part 10 pays, ont voté cette année. Il l'avait anticipé contre. ou pas cette situation? Ou est-ce que finalement, ça le sert d'une certaine manière sur le plan intérieur, c'est-à-dire d'apparaître seul contre tous? On a l'impression qu'il a joué aussi de ça. Est-ce que ça lui a été imposé ou est-ce qu'il l'a recherché, cette situation? Je crois qu'il pensait que pour l'Ukraine, l'Occident réagirait comme pour la Transnistrie, comme pour la Tchétchénie, comme pour l'Abkhazie, à savoir qu'on laisserait passer parce que c'est un grand pays. Mais là, l'Occident, mais aussi l'Australie, le Japon, dit ça suffit, on ne peut plus continuer, c'est pas possible. Ça remet en cause effectivement le droit international. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse comparer ce qui s'est passé avec l'Ukraine avec la Yougoslavie. En Yougoslavie, il y a eu 7 ans de guerre. En Crimée, il n'y a pas eu un coup de feu. Alors, on ne débat plus sur le Kosovo et la Yougoslavie. Nadia. Oui, alors si l'Australie a réservé un accueil aussi peu chaleureux à Vladimir Poutine, c'est aussi évidemment lié au crash de la Malaysia Airlines. C'était il y a pile 4 mois aujourd'hui. Ce crash qui avait fait 298 morts, dont 38 Australiens. On a vu des manifestants dire que Vladimir Poutine avait du sang sur les mains. Et justement, le Kremlin fait tout, mais vraiment tout, pour détourner les soupçons et accuser le gouvernement ukrainien, quitte à fournir des faux les plus grossiers. C'est ce qui s'est passé à la télévision d'État russe il y a quelques jours. La chaîne Pervy Canal, dont j'écorche très certainement le nom, a diffusé cette photo qui est présentée comme la preuve irréfutable que le Boeing a été abattu par un avion de chasse ukrainien. Très vite, on a compris que c'était du Photoshop le plus grossier. Et alors, si la Russie se met à bricoler comme ça, voilà, donc on voit cette image-là avec un zoom, etc., ça n'est pas vrai. C'est du bricolage. Et si la Russie en est à bricoler des images aussi grossières, c'est parce que Vladimir Poutine est de plus en plus pointé comme le seul responsable. Une enquête, c'est ce que dit une enquête, c'est aussi ce que dit le patron des services secrets allemand. Donc la culpabilité de Poutine sur le crash, elle fait peu de doute. Jean-Sylvestre Mongrenier, est-ce qu'on doit continuer à parler avec un homme qui est responsable de la mort de 298 personnes? C'est-à-dire parler, c'est pas la diplomatie, c'est pas une psychothérapie. Donc il ne s'agit pas de savoir si on lui parle brusquement ou pas, si on est Vous voyez ce que je veux dire? si on l'a pas contrarié. Est-ce que ça justifie pas le ton, effectivement, ça de justifie tout Cameron? à fait le ton. Le fait est qu'il faut mener une diplomatie de force. Et je voudrais insister sur le fait que la politique russe n'est certainement pas réactive. Il faut certainement prendre ses distances avec ce schéma qui est finalement de facture tiers-mondiste. D'un côté, on aurait les hommes causes qui sont responsables de tout et du contraire de tout, ce sont les Occidentaux. Et puis de l'autre côté, on aurait les hommes effets qui ne feraient que réagir à notre politique. Quand on regarde la politique étrangère russe, elle se déploie sur 10 ans, sur 15 ans. La doctrine de l'étranger proche, elle commence à être élaborée dès le début des années 90, à partir de 92, 93. Et ce n'est pas en réaction à une poussée de l'OTAN qu'il y a eu durcissement de la politique étrangère russe. C'est plutôt à partir de l'analyse selon laquelle finalement l'OTAN serait un tigre de papier. L'OTAN, au fur et à mesure de son développement, deviendrait une sorte de club politique amorphe. C'est en réaction à la forte baisse des dépenses militaires à des alliés européens des États-Unis, à l'engagement des États-Unis sur un certain nombre de théâtres périphériques, au retrait de nombre de troupes américaines. Il faut savoir qu'il était 330 000 en 89, les Américains en Europe. Aujourd'hui, ils sont moins de 70 000. Et si la situation était autre, normalement, on irait sur 30 000. Et l'analyse qui a été faite au Kremlin, c'était qu'il y avait une fenêtre d'opportunité et qu'il fallait essayer de bousculer les instances les Occidentaux, face à cette situation, ont dégainé leurs sanctions. On décidé d'abord qu'ils n'auraient pas la guerre. Ça, ils l'ont dit très très tôt. On ne ferait pas la guerre pour défendre l'Ukraine ou la guerre à la Russie, mais on prendrait des sanctions économiques. Voilà. Alors, pour l'instant, on s'aperçoit quand même que ça a un certain impact. Le chiffre du jour, c'est donc moins 45%. C'est la chute du rouble face au dollar en un an. On sait que par ailleurs, les investisseurs étrangers sont partis en masse, que la croissance stagne. Il y a aussi, la Russie a un problème aussi parce que les cours du pétrole sont à la baisse et donc il y a moins de revenus. Donc la situation économique de la Russie se dégrade très fortement. Et pourtant, on a l'impression jusqu'à présent, la société, c'est comme s'il y avait un rôle de sacrifice en fait patriotique. Elle est derrière son président. Vous le comprenez, ça? Il y a une dimension sacrificielle? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les sanctions vont avoir leur effet. Mais bien entendu que pour l'instant, l'inflation n'est pas encore venue. Les magasins se sont un peu vidés, mais ça, c'est les contre-sanctions de Poutine. Mais on considère qu'à partir du printemps, ils ne pourront pas être en mesure de tenir les prix. Et donc, il va y avoir forcément un effet social de ces sanctions. L'idée des sanctions, c'est qu'à un moment donné, la société fasse pression à un moment donné sur Poutine pour que les choses évoluent. Bien sûr, parce que là, les Russes, quand on leur dit... Je vois Renaud Girard qui sourit. Il se bidonne. Non, on interroge. On demande aux Russes. Je pense que les choses sont plus compliquées. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit est-ce que les sanctions sont efficaces? Je dis oui, elles sont efficaces. Simplement, les Russes, quand on leur demande est-ce que vous soutenez Poutine pour annexer la Crimée, ils disent oui, parce qu'ils ont besoin de retrouver leur empire, etc. Quand on leur dit mais est-ce que vous êtes prêts à baisser vos pensions, à baisser vos salaires?
du fait de la Crimée, parce que la Crimée, c'est pas jouable. Il faut un pont terrestre, il faut financer la guerre. Et là, ils disent non. Ça veut bien dire que les sanctions vont avoir leur effet. Renaud Girard, alors non, on n'est pas manichéen au point de dire c'est un grand méchant loup. Non, mais je crois d'abord, je viens d'apprendre que moi j'ai lu aussi le rapport du BND allemand, c'est les services allemands, qui ont dit que les missiles qui ont abattu l'avion malaisien étaient effectivement de fabrication russe, mais qu'ils avaient été pris à l'armée ukrainienne. Alors vous nous dites que c'est vous nous dites que c'est Poutine qui a donné l'ordre. Je remets le résultat d'une enquête qui a été faite par des journalistes britanniques et qui n'a pas du tout été remise en question. Je pense qu'il n'y a pas la moindre chance que ce soit Poutine. Je pense que c'est tout à fait les séparatistes qui ont tiré sur cet avion, parce qu'ils avaient d'ailleurs abattu peu de temps avant sans qu'il y ait un ordre donné à Moscou. Antonov. Voilà, et je pense qu'ils ont fait eux-mêmes une méprise. Je pense qu'ils ont pris ça dans leur radar. Alors, et sur les sanctions, Renaud Girard, ukrainien, je ne pense pas du tout qu'ils ont... Personne, d'ailleurs, ne pense qu'ils l'ont abattu volontairement. Pour et encore moins qu'il y ait eu un ordre du Kremlin. Alors, je ne suis pas du tout là pour défendre Poutine. Ce n'est pas un démocrate. Je pense que c'est quelqu'un qui mène. Je pense que c'est quelqu'un qui mène la Russie pas sur le bon chemin parce que il ne mène pas la Russie à l'état de droit. Je pense qu'il devrait se contenter de son territoire. Mais je pense aussi que nous ne sommes pas les ennemis de la Russie. Et je pense qu'il faut faire de la diplomatie avec la Russie. Qu'on avait trouvé un accord le 21 février avec lui, avec les pro-russes. Parce que Maïdan ne représentait pas toute l'Ukraine, messieurs. Maïdan représentait, comme l'Odéon de mai 68, ne représentait pas toute la France. Et il y avait un accord qui a été parrainé par la France, l'Allemagne et la Pologne, qui a été ensuite violé. Ils sont revenus sur leur signature. Mis en application parce que Yanukovych est parti. Yanukovych est parti parce qu'ils ont vu que les gens qui avaient signé avec lui à 4 heures de l'après-midi devant les chaînes de télévision et serré sa main. Je parle de Yatsenyuk, je parle de Klitschko, je parle des nationalistes, sont ensuite revenus sur leur signature parce que 20 000 personnes les avaient hués à Maïdan. S'il vous plaît, voilà. Messieurs. Mais juste un point. Ce que je dis simplement, la Russie n'est pas notre ennemi. Très bien. Que l'Ukraine soutenait Maïdan. Les élections législatives. La Russie n'est pas notre modèle, mais n'est pas notre ennemi et qu'il faut, dans ce continent européen, faire de la politique et pas faire des sanctions. Je vous propose qu'on avance et on va vous poser une question à tous les trois à propos des Mistral. Mais avant cela, revenir sur un phénomène, la rétractation d'une vente d'armes par la France. Ça date pas des Mistral. Il y a eu une rocambolesque histoire. C'était à Noël 1969. Israël avait commandé des vedettes lance-missiles à la France. Il y a eu un embargo décrété par De Gaulle. Après la guerre des 6 jours, empêchement de livraison de la totalité des bateaux, les Israéliens sont venus les chercher eux-mêmes. C'est un rappel avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. On respire, on reprend son souffle pendant ce temps-là. En 1965, la France est le plus grand fournisseur d'armes d'Israël. Un contrat est passé entre les deux pays sur la vente de 12 vedettes lance-missiles. La construction commence dans un chantier naval de Cherbourg. 5 vedettes sont livrées, mais la guerre des 6 jours éclate et signe la fin de la lune de miel franco-israélienne. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Le général de Gaulle décrète un embargo sur les ventes d'armes à destination de l'État hébreu. Avant même l'annonce officielle, Israël récupère 2 vedettes alors en phase d'essai. Les 5 autres restent à Cherbourg, où elles sont amarrées dans le port de commerce. Les services secrets israéliens vont mettre en place un stratagème. Une société d'apparence norvégienne souhaite racheter les vedettes pour faire de la recherche pétrolière en mer du Nord. La France donne son accord, le piège se referme. La nuit de Noël, les vedettes quittent la rade de Cherbourg. Elles n'iront jamais en mer du Nord, mais à Haïfa, où elles sont accueillies par le ministre de la Défense israélien. L'affaire connaît un retentissement mondial et les douanes sont pointées du doigt. Moi, ce qui me dépasse, c'est toute cette histoire que l'on fait autour d'une opération qui, à mes yeux, est une opération absolument normale. On nous a remis des documents, des documents pour permettre l'exportation, et jusqu'à plus ample informé, ces documents ne sont pas faux. La France est la risée du monde entier. Quant à Israël, elle achètera dorénavant ses armes aux Américains et développera sa propre industrie d'armement.
Bon, Jean-Sylvestre Montgrenier, on imagine bien que les Mistral ne vont pas venir être réquisitionnés manu militari par les Russes, mais peuvent-ils exiger des compensations s'ils ne sont pas livrés? Et pensez-vous qu'il faille les livrer? D'abord, il ne faut pas les livrer parce qu'il y a une hiérarchie des engagements, il y a une hiérarchie des normes et les garanties de sécurité que l'on a accepté de fournir dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'UE vis-à-vis des pays d'Europe centrale et orientale sont plus importants que la dimension économique et commerciale là, de ce contrat qui a été très mal négocié et qui était fondé quand même sur un scénario complètement hypothétique, Medvedev qui l'emporterait sur Poutine et qui deviendrait le partenaire. On peut rappeler que c'est Nicolas Sarkozy, alors président de la République, qui avait négocié ce contrat et qui, encore ce week-end, a répété qu'il fallait livrer ces Mistral à la Russie. Alors il faut pas. Non, il ne faut pas. On ne peut pas livrer ça. Mais ce qu'il faut que Nicolas Sarkozy comprenne, c'est que la grande différence par rapport à il y a 3 ans, c'est qu'entre-temps, la Russie a violé le droit international et la Russie a violé le mémorandum de Budapest qui, en 1994, garantissait au nom de la France, du président Mitterrand, mais aussi de l'Angleterre, des États-Unis et de la Russie, la souveraineté et la protection du territoire ukrainien en échange de sa dénucléarisation. Donc ça, c'est la parole d'honneur de la France. En même temps, il y a un contrat... Oui, mais c'est un contrat, comme l'a dit Hervé Morin aussi ce week-end, qui est basé sur... c'est un contrat politique d'abord. Et l'idée politique, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Sylvestre. L'emporte sur l'idée économique, sur l'impératif l'emporte sur économique. le côté économique. Et puis il y a un troisième argument qui est très important pour moi, c'est l'argument commercial. On dit toujours, il y a 1,2 milliard d'euros dans ce contrat, mais il y a surtout des milliards qu'on risque de perdre si on livrait les Mistral vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis de la Tchéquie, vis-à-vis de tous les pays du monde qui aujourd'hui ont peur de Renaud Girard. On a beaucoup plus à perdre, bien entendu. François Hollande l'a bien compris finalement alors. Non, je ne crois pas du tout. Sur la Pologne, on a beaucoup aidé la Pologne à entrer dans l'Union européenne. Et 15 jours après que son entrée ait été actée, elle a fait savoir qu'elle préférait acheter les avions américains que les avions français ou suédois. Non, il y avait un choix alors sur le Mistral, je pense que d'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir. voir. Et en plus, là, elle dit qu'elle a une commande sur le feu et que si la France livre... Attendez, laissez finir Renaud Girard. Oui, oui, vous êtes tous d'accord dans cette émission. Non, mais justement, j'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, où il s'agit de tirer sur Poutine, tout le monde le fait, à longueur de BBC et CNN. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on ne peut pas laisser Poutine nous tirer dessus, c'est pas pareil. Ah voilà, alors moi je pense, c'est la différence, c'est que je pense que Poutine... en Ukraine. Je pense que la Russie... Il y a 4 000 Ukrainiens qui sont morts depuis 6 mois. Voilà, alors je pense que... Alors, vous avez regardé les reportages qu'il y a eu cet été. Cet été, c'était l'armée ukrainienne qui bombardait les villes, enfin pas pro-russes, les villes en Ukraine orientale. On n'a rien fait pour sauver ces gens-là qui étaient bombardés de manière indiscriminée par l'armée ukrainienne. On ne vous a pas entendu d'ailleurs défendre les pauvres populations qui étaient bombardées par une armée qui se comportait que l'armée russe a grossi. L'armée ukrainienne a défendu son territoire. Alors en bombardant de manière indiscriminée. L'armée russe le c'est juste sur la question sur les Mistral. Je pense qu'il faut livrer les Mistral, d'abord parce que ce n'est pas avec les Mistral qu'on va faire la guerre en Ukraine. Vous savez, Lugansk et Donetsk, ce n'est pas, au bord de l'eau, premièrement. Deuxièmement, l'armée russe est à Novoazovsk, au bord de la mer d'Azov. Deuxièmement, je pense que si Poutine avait voulu vraiment prendre l'intégralité de l'Ukraine, ou aller jusqu'à, en tout cas, faire sa jonction avec la 14e armée en Transnistrie, il l'aurait déjà fait. Très bien. Poutine n'est pas fini. Je pense que on doit avoir une relation à long terme avec la Russie. C'est pas Poutine, c'est la Russie. Elle me paraît possible malgré tout avec Poutine. Elle me paraît tout à fait possible. Je pense qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour l'inclure dans le concert européen. Alors, par exemple, je vous donne, je vous donne un exemple, par exemple. Rapidement, s'il vous plaît, Renaud François Hollande, pour des raisons de droits de l'homme, n'est pas allé à l'inauguration des Jeux Olympiques d'hiver, alors que ça vous paraît ridicule, mais il en était très fier, Poutine. Et bien, il fallait lui faire plaisir. Le Chinois y est allé, il fallait y aller. Il faut lui faire plaisir, c'est pas difficile. Et lui parler de... Non, et lui parler de l'Ukraine. Alors, justement... Voilà. Je pense qu'il faut avoir des relations avec la Russie. Eh bien, précisément... Et je pense qu'il faut honorer les promesses qui ont été faites par Kohl à la Russie du temps de Gorbatchev, c'est-à-dire qu'il ne faut pas étendre l'organisation de l'Atlantique Nord
tout autour des frontières de la Russie. Alors, et maintenant, il faut recevoir Juan Gomez. Non, s'il vous plaît. Maintenant, il faut recevoir Juan Gomez. Hola, ¿qué tal, mon tout petit? Venez nous rejoindre, puisque précisément, vous avez mentionné le nom de la Chine et des relations de Vladimir Poutine avec la Chine. Parlez-nous-en. Eh bien, justement, pour minimiser l'impact des sanctions européennes et américaines, eh bien, Vladimir Poutine pense avoir trouvé la solution de rechange à Pékin. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le fossé se creuse entre Moscou et l'Occident, eh bien, le président russe se tourne vers la Chine. D'ailleurs, en quelques mois, plus d'une quarantaine d'accords ont été signés entre les deux pays. Alors, il y a des accords symboliques. Par exemple, la Russie et la Chine envisagent de construire un TGV. Un TGV, c'est un projet pharaonique qui va relier tout de même les deux capitales. Coût des travaux estimé à 230 milliards d'euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut à peu près 6 jours pour faire Moscou-Pékin en train. À l'avenir, il faudra seulement 2 jours. Et c'est symbolique car déjà, la Russie va évidemment moderniser ses chemins de fer, mais aussi ce projet va permettre de rapprocher symboliquement ces deux pays. Les contrats les plus importants, ce sont évidemment ceux signés concernant le gaz. Moscou, on le sait, a besoin de diversifier ses débouchés. La Chine est le premier consommateur d'énergie au monde. Forcément, les deux hommes ont trouvé un accord. Un pacte a été conclu entre eux en mai dernier. La Chine s'engage pendant 30 ans à fournir, tenez-vous bien, 30 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et ce n'est pas tout. La semaine dernière, Vladimir Poutine a fait mieux. Il a réussi à décrocher des Chinois un deuxième accord gazier. Autant dire que la Chine sera bientôt, peut-être, le principal client gazier de la Russie. Mais cette coopération sino-russe, elle n'est pas exclusivement économique, elle est aussi militaire. Et vous allez le voir, pour Vladimir Poutine, c'est une des priorités. La coopération entre nos deux armées est très importante. Celle entre les ministres de la Défense des deux pays est aussi essentielle. Notre collaboration est capitale dans le maintien de la paix et de la stabilité régionale, voire mondiale. Voilà, et ce partenariat militaire va se renforcer l'année prochaine. Moscou et Pékin ont même prévu des exercices militaires conjoints. Donc on voit bien finalement que les relations entre Pékin et Moscou sont au beau fixe. Seulement voilà, lundi dernier, Vladimir Poutine a quand même commis une sacrée boulette. Les faits se sont déroulés à Pékin lors du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Pendant que Xi Jinping discutait tranquillement avec Barack Obama, eh bien, Vladimir Poutine a pris une couverture pour couvrir les épaules de la première dame chinoise car elle avait froid. C'est un geste évidemment de galanterie qui n'a pas plu aux médias officiels. Certains y ont vu une tentative de flirt du président russe récemment divorcé. Du coup, eh bien, la scène a été censurée. La vidéo a rapidement disparu des réseaux sociaux chinois. Plus sérieusement, Antoine Arjakovski, est-ce qu'on peut imaginer effectivement que Poutine et Xi Jinping forment une alliance pour affronter ensemble l'Occident ? C'est tout à fait envisageable, mais est-ce que la population russe va suivre? C'est ça la question. Il y a eu un forum ce week-end des démocrates russes, et notamment de Boris Nemtsov, qui est le leader de l'opposition russe, qui dit « Nous sommes des Européens, nous voulons faire partie de l'Europe. La Russie a été grande. » Lorsqu'elle a été européenne, Pouchkine, Dostoïevski, tous ces grands noms, Tolstoï, en français, voilà. En français. Nous sommes des Européens, notre culture est européenne, on ne se voit pas du tout à l'aise dans une société chinoise sans liberté, etc. Ce sera voilà pourquoi il ne faut pas jeter la Russie dans les bras de la Chine. Ce sera la moitié de l'Ukraine pour éviter une alliance entre la Russie et la Chine. Respecter les principes du droit. Ce sera le mot de la fin pour ce débat. Nous n'avons plus le temps. Merci, messieurs. Je renvoie à vos ouvrages, à vos articles et à vos blogs. Place aux forcenés de Désintox, la brigade de vérification des faits, qui ce soir s'intéresse au fringant député UMP et candidat à la présidence du parti, Bruno Le Maire. Écoutez-le sur les migrants. Flashé aujourd'hui par Désintox, le député UMP Bruno Le Maire qui s'alarme de l'augmentation du nombre de migrants en France. Il y avait 60 000 immigrés clandestins en 2013 qui sont venus en France. Depuis début 2014, alors qu'on n'est même pas encore à la fin de l'année, il y en a 140 000. Les arrivées de clandestins auraient donc plus que doublé en à peine un an en France. Ce qui est vrai, c'est que les arrivées de migrants en provenance d'Afrique de l'Ouest ou du Moyen-Orient se sont accélérées ces dernières années, conséquence logique des conflits qui ont eu lieu dans ces régions. Mais voilà, on ne retrouve nulle part le chiffre des entrées de clandestins en France cité par Bruno Le Maire. Sûrement parce que le candidat à la présidence de l'UMP s'est en fait trompé de pays.
Les 140 000 immigrés clandestins qu'il évoque correspondent en fait aux entrées irrégulières repérées sur les côtes italiennes par Frontex, l'agence européenne du contrôle des frontières, entre janvier et septembre 2014. Un chiffre en augmentation de plus de 300% par rapport à l'année 2013. Il s'agit de la principale porte d'entrée des clandestins dans l'Union. Environ 2 sur 3 choisissent cette voie. Si cet afflux crée une pression aux frontières françaises, tous ces immigrants n'entrent évidemment pas en France. En témoignent les chiffres de demandes d'asile, souvent utilisés comme indicateur des flux clandestins. Au cours des 6 premiers mois de 2014, la France a ainsi enregistré 29 000 demandes d'asile, un chiffre identique à ceux de 2012 et 2013. Mais sur la même période, l'Allemagne a enregistré 2 fois plus de demandes et la Suède et l'Italie à peu près autant. 3 pays où, à l'inverse, ces demandes ont explosé depuis 2012. Merci mes amis, merci à tous les trois. L'émission est terminée. À suivre sur Arte, notre antenne chérie, un festival épatant du cinéma indépendant. 10 jours de films avec ce soir Le Havre d'Aki Kaurismäki. Soit dit en passant, une réponse aussi tendre que burlesque à Bruno Le Maire qu'on vient d'entendre. Kaurismäki est marxiste, tendance Groucho et c'est bon. On se retrouve demain à 20h05. Bis morgen, tchuss.